Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette exclusive talk, ce face-à-face avec Grégoire Hirtz et Raphaël Durand. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer cet échange qui pourrait être titré « Voyage au pays des licornes ». Les deux entreprises où travaillent Grégoire et Raphaël, Mano Mano et Back Market, sont en effet des firmes extraordinaires, mais je vous rassure, bien réelles. Elles sont françaises. Elles sont jeunes et elles font partie des 26 licornes du pays, ces startups valorisées plus d'1 milliard d'euros. Il y en a plusieurs dans la logistique et c'est une bonne nouvelle, je crois, pour l'attractivité du secteur. Juste à côté d'ici, pour ceux d'entre vous qui êtes à la SITL, il y a par exemple le stand d'Exotech qui fait des robots pour les entrepôts. Les deux firmes dont il va être question maintenant ont un même départ. Elles ne sont pas dans le matériel électronique de guidage comme Exotech. Elles ont un même point de départ, ce sont des marketplaces, des places de marché. Et elles vont au-delà, elles travaillent beaucoup leur logistique au profit de leurs clients marchands et au profit naturellement des clients particuliers. Et ils vont nous raconter ça. Ces deux entreprises ont aussi un point commun. Elles surfent sur des vagues majeures. D'un côté, tout ce qui concerne l'amélioration de la maison, devenue une priorité des priorités après des mois de confinement chez soi. Et de l'autre, une économie circulaire, une économie plus sobre, qui est l'une des clés de la réussite de la transition écologique. Vous pourrez, vous qui êtes dans la salle, discuter aussi avec les intervenants. Et on va commencer avec vous, Grégoire. Grégoire Hirtz, vous êtes donc chez Mano Mano, marketplace de bricolage, B2C au départ et maintenant aussi B2B. Vous faites tout, de la vis de 15 mm à 1 centime à la piscine de 15 mètres à 18 000 euros. Vous avez des millions de références, près de 10 millions je crois. 16 millions. Ouais. 16 millions, ça n'arrête pas de bouger. Des dizaines de millions de visiteurs uniques chaque mois, dont 7 millions, mais ça doit être aussi un chiffre dépassé, 7 millions de clients actifs dans 5 pays et donc sans doute davantage. Vos ventes ont été multipliées par 4 pendant le confinement, ça peut aller parfois très très vite. Chez Mano Mano, vous êtes vice-président Delivery et Fulfillment, vous travaillez donc sur tout ce qui est le versant livraison. Mais avant d'en venir à ce sujet, je voudrais d'abord que vous nous disiez ce qu'est Mano Mano, quel est son modèle d'affaires, comme on dit en bon français. Oui, donc Mano Mano a été, pour compléter la très bonne présentation, a été créé en 2013 et on est le leader européen, comme vous le disiez, du bricolage à maison, du jardinage en ligne. C'est 1000 personnes, on travaille avec 4000 marchands, on en a parlé, 16 millions de références et on opère dans 6 pays. Donc ça c'est aussi important parce que ça rajoute beaucoup de complexité logistique, vous le savez tous, et on est en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et on opère notre propre service logistique qu'on a appelé Mano Fulfillment et qu'on a lancé il y a 3 ans, qu'on opère dans 3 pays à l'heure actuelle, donc la France, l'Espagne et l'Italie. On a de fait 2 modèles logistiques qui doivent cohabiter. Le premier, c'est les marchands qui livrent eux-mêmes. Et le second, c'est celui où les marchands nous confient leur stock et on opère la logistique pour eux. On se veut une marketplace sélective et une pure marketplace. Et ces 2 éléments sont assez importants dans nos choix stratégiques et dans notre logique qui va nous emmener à construire nos solutions pour nos marchands. La première, on souhaite être une marketplace sélective, donc ça a un gros impact sur la sélection de produits qu'on va avoir, sur tous les aspects environnementaux qui sont également très très importants. Et en parallèle, le fait qu'on soit une pure marketplace, c'est à la fois une force et un challenge d'un point de vue logistique. C'est une force parce que pour les marchands, ça veut dire qu'ils ne sont pas en compétition avec nous, à la différence d'autres modèles que vous connaissez sûrement. Donc de fait, là, j'ai envie de dire, c'est une saine compétition avec l'ensemble des marchands. Et d'autre part, c'est au-delà de cette saine compétition, le fait qu'on soit une pure marketplace fait qu'à l'inverse, nous n'avons pas toutes les données, toute la visibilité que peuvent avoir d'autres acteurs qui opèrent eux-mêmes leur partie logistique ou leur partie retail. C'est-à-dire qu'on va connaître un peu moins certains attributs des produits comme le poids exact ou les prévisions de vente, les opérations marketing que peuvent faire certains marchands. Et donc le challenge pour nous,
et de fait de construire et de développer le partenariat le plus fort possible avec l'ensemble de nos marchands pour réussir à partager le maximum d'informations qui soient bénéfiques à l'ensemble des parties, c'est-à-dire que bien respecter la compétition, mais tout en partageant les informations qui permettent d'être les plus compétitifs et les plus efficaces sur tous les sujets qui sont liés à la logistique. On va évidemment revenir sur cette question des données. Vous dites des milliers de marchands, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont dominants ? Non, on a atteint je pense une taille critique qui fait que on n'arriverait plus, si on faisait un Pareto et en se disant il y a 20% des marchands, il faut 80% du volume, en fait de loin on n'est plus du tout dans ces dimensions-là. Les plus gros des marchands, je ne dépasse pas les 3 ou 4% de volume. Donc c'est très important évidemment pour votre crédibilité vis-à-vis de chacun d'entre eux, puisque vous n'avez pas de dépendance, en tout cas pas de dépendance forte. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Raphaël Durand. Donc vous êtes chez Back Market. Back Market, c'est des produits électroniques reconditionnés, ou du moins c'était le point de départ. Votre slogan, c'était le neuf c'est dépassé. Donc au revoir Grégoire. Vous êtes parti des mobiles, des ordinateurs. Et puis vous êtes venu sur d'autres types de produits, la photo, l'électroménager, petit et grand. Il y a eu un partenariat très remarqué l'an dernier avec une vieille firme française du secteur de l'électroménager qui s'appelle SEB. Il a fallu créer le marché, c'était peut-être un petit peu différent de vous, même si il y avait même une dimension innovation importante. Et vous en êtes le leader en France, vous êtes présent dans 13 pays européens et aussi aux États-Unis. Et avant de parler vraiment, de rentrer sur les questions logistiques, transport, je vais poser la même question qu'à Grégoire, votre modèle d'affaires. Très bien. Et parler près du micro. Bonjour à tous d'abord et merci de nous accueillir. Donc Back Market, c'est une plateforme de reconditionné comme l'a été décrit précédemment, mais c'est aussi bien plus que ça, en tout cas de notre point de vue. C'est une suite et un ensemble de services que nous donnons à nos marchands pour débloquer ce secteur qui est nouveau et du reconditionné. C'est-à-dire qu'on va à la fois offrir des services de réparation, des services de rachat de téléphones, afin de vraiment créer cette boucle du circulaire et de sortir du modèle linéaire du e-commerce classique. Et donc je pense que c'est vraiment ça l'ADN de Back Market, c'est créer ce nouveau cycle, cette nouvelle façon de fonctionner en fait, commercialement. Après, d'un point de vue, quelques chiffres pour vous dire ce qu'est Back Market. En effet, c'est présent en Europe et en France historiquement. Nous sommes aussi aux États-Unis et au Japon. Donc l'expansion asiatique a déjà commencé et on va continuer dans les années qui arrivent. En termes d'effectifs, on est déjà à 600 personnes, pour vous donner un ordre d'idée. Éclatés sur les différents pays et à la fois en Europe sur la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie et l'Angleterre d'ailleurs. Voilà. Pour vous décrire un peu la mission de Back Market, c'est au final de créer cette confiance dans le reconditionné qui n'existait pas avant. Le reconditionné a existé depuis toujours, mais il n'était pas vu comme une vraie alternative au neuf. Et c'est ce qu'on essaye de créer en fait, cette confiance dans le reconditionné pour que les gens ne se posent plus la question est-ce qu'il me faut vraiment un iPhone 13, mais pouvoir acheter un objet de seconde main avec la même qualité, la même garantie et la même durée de vie. Voilà, en quelques mots. La création de confiance, c'est quelque chose de très important. Il y a une autre licorne française bien connue qui s'appelle Blablacar. Frédéric Mazzella, son fondateur, dit que son métier, c'est de créer de la confiance entre un conducteur et des personnes qui veulent aller d'un endroit à un autre. Et il dit le cœur de son métier, c'est pas d'assurer du transport ou de coordonner le transport, c'est vraiment de créer de la confiance. Et donc c'est quelque chose de très important. Tout à l'heure, Grégoire employait un mot important qui était le mot de sélectivité. Et pour vous, c'est absolument essentiel parce que pour créer la confiance, il faut être sélectif et le montrer. Bien sûr. Donc la sélectivité, en tout cas d'un point de vue marchand, est critique. Tous les marchands vont passer à travers un processus de validation, si vous voulez, en commençant petit et en ayant des limitations en fonction de leur qualité. Ils vont être monitorés pendant une période assez longue de 3 mois.
jusqu'à ce qu'ils soient validés et que, entre guillemets, la plateforme leur fasse confiance et qu'on puisse les promouvoir à nos clients. Donc il y a tout cet aspect-là, et puis on a énormément d'indicateurs de performance et de qualité pour pouvoir sortir un marchand ou non en fonction de la qualité de ses produits. C'est d'autant plus important que pour le neuf, je veux dire, c'est quelque chose qui existe dans toutes les marketplaces, mais qui est d'autant plus important pour le reconditionné du fait de la touche un peu personnelle, si vous voulez, des marchands et des réparateurs. Pour du neuf, tous les produits sortent plus ou moins du même entrepôt avec les mêmes process, les mêmes procédures, les mêmes outils. Le reconditionné, tout ça est extrêmement variable et il faut gérer cette incertitude. Alors, par rapport au travail que fait Grégoire, il y a aussi une autre dimension, là pas sur l'amont mais sur l'aval, c'est-à-dire une fois que vous avez ces produits que vous les transmettez aux clients, il faut les livrer. Bien sûr. Il faut les livrer et comme vous faites de la réparation, il faut aussi récupérer. C'est-à-dire que vous avez la logistique dans les deux sens. Et qu'est-ce que ça pose comme contrainte et comment vous organisez ça ? Oui, donc, alors bien sûr, donc pour nous, la logistique, c'est un peu le bras armé de ce cycle que je vous ai décrit au départ. Et c'est un cycle qui n'est pas seulement sur les allées, mais sur les réparations, les remplacements, les rachats. Et donc, tout le challenge, si vous voulez, pour l'équipe logistique, c'est de créer cette visibilité, de créer ce nouveau type d'activité qui n'est pas vraiment le cœur du métier des gens du e-commerce actuellement. Un Amazon nous a tous appris, entre guillemets, à faire du e-commerce pour l'aller, mais le retour, la réparation, le remplacement n'est pas au niveau, entre guillemets, et nous avons à innover et à créer ça. Et c'est notre priorité, si je puis dire. Sélectivité aussi, donc, aussi avec l'aval, avec les logisticiens avec qui vous travaillez ? Bien sûr. Donc ça fait, je pense, partie du métier. On en parlera avec Grégory. Mais oui, c'est la sélection des transporteurs, de leur qualité de service, à travers les datas, etc. Ça fait partie du métier de logisticien au jour le jour. Bon, après donc cette présentation, on va creuser plusieurs thèmes qui sont au cœur de l'actualité de la logistique. On va commencer par la dimension écologique. Il suffit de se promener un petit peu dans les travées de la CITL. Vous voyez plein de verres partout et la préoccupation est absolument majeure aujourd'hui. Comment est-ce que vous abordez cette question ? On va commencer par Raphaël cette fois-ci. Très bien, donc déjà pour commencer, je voudrais juste donner des chiffres de l'ADEME et de peut-être si vous connaissez Carbone 4, etc. Dans le e-commerce, en fait, 95% des émissions de CO2 sont générées à la production du produit et non pas à sa livraison. Et donc c'est vraiment avant tout pour nous, pousser le reconditionné, c'est la première marche en fait vers l'écologie, si vous voulez. L'ADEME nous a fait un rapport montrant que chaque téléphone économisait à 80 kg de CO2, 250 kg je crois de matières premières et voilà. Donc le reconditionné en tant que tel est vraiment, en tout cas nous c'est notre sentiment, c'est là pour résoudre ce problème de la surconsommation. Après d'un point de vue purement logistique, ce que nous, on va essayer de faire, au-delà de travailler avec des transporteurs qui font eux-mêmes leurs innovations avec des véhicules électriques et des solutions vertes du dernier kilomètre, ce qu'on essaye, c'est de réduire au maximum les distances, tout simplement. Donc réduire le cross-border, se concentrer sur le domestique, parce qu'à la fois, c'est plus rapide, mais c'est plus écologique, et puis c'est généralement une meilleure expérience pour le client. Travailler beaucoup aussi avec les points relais, parce que les points relais sont une solution très simple aussi d'éviter, si vous voulez, le dernier kilomètre, et donc éviter cette consommation. Et puis, c'est beaucoup plus optimal, au final, de livrer dans un point relais que de livrer chez le client. Et puis après, on travaille beaucoup avec les datas sur de l'optimisation, mais c'est peut-être un sujet qu'on... On va continuer justement avec vous, Grégoire, parce que vous abordez cette question écologique vraiment en matheux.
Ouais, exactement. Chez Mano Mano, on a décidé d'attaquer le sujet vraiment en posant un peu l'équation mathématique. Et finalement, on l'a découpé. Alors, Raphaël citait quelques éléments de cette équation, mais finalement, c'est une distance parcourue par un colis, parce que cette distance parcourue par un colis, à la fin, c'est des camions qui doivent parcourir cette distance. Et donc ça, c'est un des premiers axes qu'on étudie, qu'on a séparé entre deux dimensions. La première, et on a limité le scope pour l'instant à ce que nous, on pense des actions sur lesquelles qu'on puisse prendre rapidement. Donc on s'est dit, on va travailler pour l'instant de l'arrivée en Europe jusqu'aux entrepôts, et puis à une autre branche qui est de l'entrepôt jusqu'au destinataire final. Et donc ça, c'est un des axes sur lesquels on travaille, qu'on mesure, et donc on doit passer beaucoup de temps à le mesurer très finement. Je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là un petit peu plus tard. Mais si on se dit on optimise les distances, un des risques, c'est que globalement, on arrive à mettre plus de camions sur la route. Et donc, dans notre équation, on a pris une autre dimension qui est le taux de remplissage des véhicules qui livrent des produits avec des produits Mano Mano. Et finalement, c'est un peu ces deux dimensions qu'on essaye d'optimiser comme une équation qui diverge, et de trouver à chaque fois l'optimal, et d'utiliser finalement nos data, les algorithmes qu'on peut construire pour essayer d'identifier des schémas qui soient les plus vertueux, et ensuite pouvoir engager avec nos partenaires et ainsi optimiser les choses. Pour optimiser la densité, le taux de remplissage des camions, du coup, on va beaucoup travailler sur déjà comment est-ce qu'on fait pour que les produits soient les plus petits possibles. Et donc s'assurer qu'on ne fasse pas de suremballage. Ça, c'est un des gros axes sur lesquels on a beaucoup progressé, et on a des ambitions très très fortes sur ce type de dimension. Mais également sur réduire le vide, parce que bien sûr, c'est une réalité, c'est que dans le e-commerce, alors les chiffres varient un petit peu, mais ils restent de toute façon très effrayants. Il y a entre 40% et 60% de vide dans un colis e-commerce. Donc c'est autant de place dans un camion, et donc c'est autant de camions qui circulent pour rien. Donc ça, c'est des axes qui sont clés. Et après, je pense qu'il y a une dernière dimension dans ce trajet, qui est de ne pas oublier ce que citait Raphaël, le retour. Et donc finalement, ce retour, c'est comment aussi également on l'optimise via l'optimisation des flux les plus directs possibles. On est vraiment très impliqué dans tout ce qui est lié à la loi AGEC également, pour permettre la reprise 1 pour 1, pour s'assurer qu'à la fin, ces produits, et comme disait Raphaël, qui font 95% de l'empreinte carbone, ne soient pas détruits et soient réutilisés. Donc on arrive à créer aussi ce cercle vertueux. Notre challenge, c'est que nos produits à la fin valent moins cher qu'un téléphone reconditionné, donc on a une vraie équation logistique à optimiser, parce que ce soit un salon de jardin, une tondeuse qui a déjà 10 ans ou 15 ans d'expérience, mais qui fonctionne, pas d'expérience, mais d'âge, mais qui fonctionne toujours. Comment on arrive à trouver les optimaux économiques et les partenaires avec lesquels on peut travailler pour faire en sorte qu'on arrive à créer le bon circuit de distribution derrière, et maximiser cette réutilisation. Et pour l'instant, on est assez fiers d'atteindre des 50% soit de donation, soit de revente sur des produits qui normalement étaient destinés à la destruction, et jusqu'à présent, et avant la loi AGEC, je pense même avec aucune possibilité de recyclage. Alors, les perspectives de progression en la matière, c'est quoi? Déjà, vous dites du port à l'entrepôt, l'entrepôt à la livraison, mais il y a avant le port. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir? Quelle est la proportion de vos marchandises qui arrive au port, qui vient de loin, autrement dit? Alors le chiffre exact, pour être tout à fait transparent avec vous, je ne le connais pas, parce que comme dire, une grande partie de nos marchands gèrent eux-mêmes leurs fournisseurs, donc on n'a pas la visibilité totale sur le positionnement des fournisseurs, mais dans les estimations qu'on a, on parle de 70 à 80% des produits qui, bien sûr, sont sourcés en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est quand même un chiffre important. Ce sont des flux qui sont critiques, avec beaucoup de changements de comportement depuis quelques années, notamment avec, je pense qu'on en parlera, avec la hausse des prix, on a tous parlé des conteneurs, des palettes, etc. Mais sur lesquels, en fait, on voit aussi énormément d'opportunités. Il
il y a quand même un point central en Europe qui est le port de Rotterdam. Et comment est-ce qu'on optimise les flux depuis ce port de Rotterdam vers nos entrepôts, vers l'ensemble des entrepôts, parce qu'on essaie de travailler avec nos marchands là-dessus. Là, on a énormément de choses à faire, puisque, j'ai envie de dire, presque rien n'a été fait jusqu'à présent sur ce type de problématique. Donc ça m'amène à la question suivante, c'est où sont les marges de progression? Où est-ce que vous allez pouvoir agir pour pouvoir émettre moins de gaz à effet de serre? Donc, premier élément, hein, ça va être le travail qu'on va pouvoir mener avec nos fournisseurs pour que les volumes qu'ils commandent soient les volumes au plus juste. Globalement, si on prend juste un petit peu de recul et on prend les différents éléments de l'équation, c'est cette histoire de taux de remplissage des clés, mais on peut aussi arriver à certaines absurdités qui sont de surremplir, de surcommander la part des fournisseurs sans que ce soit cohérent avec la moindre forecast ou tendance de vente, et donc se retrouver après avec des produits qu'on va préférer détruire. Malheureusement, hein, il y a des gros progrès qui ont été faits, mais ça reste encore une réalité où c'est un risque, on se dira peut-être qu'on va pouvoir les vendre. Et donc finalement, tout ce sujet d'utiliser au mieux la data de vente, de forecasting, pour pouvoir aider l'ensemble de la chaîne à s'optimiser est clé. Ensuite, dans les autres éléments, clairement, plus on rentre à un niveau granulaire sur les trajets qui sont réalisés, plus on voit des opportunités. Et je ne vais pas parler là pour l'instant encore de chiffres sur des flux plus grands comme entre les ports de Hong Kong et le port de Rotterdam, mais si on prend juste à l'échelle de la France, on a pu réduire pour exactement les mêmes raisons les durées, enfin le nombre de kilomètres faits de 20% sur certains arcs, parce qu'il y avait des aberrations qu'on a pu détecter d'une façon très granulaire avec historiquement, le chauffeur prenait telle ou telle route et se rajoutait des kilomètres supplémentaires, alors qu'il n'y avait même pas d'enjeu de temps associé à ça. Donc un travail tout en finesse à faire et à développer encore. Raphaël, même question, les marges de progrès pour vous. Alors on a bien compris que la réduction de l'empreinte carbone était au cœur de votre métier, mais où est-ce que vous pouvez faire, où est-ce que vous pouvez avancer? Et plus près du Oui. Alors sur le point de vue logistique, encore une fois, je pense que la première phase, nous actuellement en tout cas, on ne gère pas le flux amont des entrepôts, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas nécessairement optimiser dans une première phase. On va vraiment s'occuper du dernier kilomètre, si vous voulez, vers le client, et puis après les autres segments qui sont la réparation et le remplacement. Sur ce premier segment, la première solution est tout simplement de capturer un maximum de volume au sein de nos entrepôts pour éviter la dispersion et des flux de pick-up qui sont multipliés et explosés au sein des différents pays. Donc ça, c'est une optimisation tout simple du premier kilomètre, si je puis dire. Et puis après, il y a un effet potentiellement sur la plateforme ou sur le site internet lui-même. Alors je ne connais pas exactement les mécanismes de Mano Mano, mais nous avons un système de ce qu'on appelle buy box, où au final on va proposer un produit unique pour un modèle donné, si vous voulez. Si vous voulez acheter un iPhone 12, on vous proposera une seule solution à un instant donné. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix entre différents marchands, etc. Donc ça, c'est potentiellement un levier pour aussi optimiser les distances et optimiser la logistique. C'est-à-dire qu'on pourrait incorporer ça à l'algorithme pour optimiser le CO2 et aussi favoriser la réduction de CO2 à travers la sélection du marchand lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait actuellement, mais qui, je pense, dans le futur sera extrêmement important de le faire rentrer dans l'équation. Et puis, oui, après, ce que je vous disais, encore une fois, l'adoption de moyens de transport qui soient plus économiques. Donc que ce soit le point relais en France, aux États-Unis c'est assez peu développé, mais on va essayer de le lancer et de le démocratiser un petit peu. Et puis les livraisons vertes au sein des villes. Et je pense aussi, encore une fois, là il y a un aspect plateforme qui est très important, c'est d'entre guillemets éduquer le consommateur à ce type de livraison, qui peut être plus lent ou équivalent, mais qui aura nécessairement des performances et un coût différent de celui actuel. Et il faut essayer de, je pense,
nous déshabituer du next day d'Amazon qui est un confort peut-être trop important, si vous voulez, et qui pourrait être optimisé dans le sens CO2. Voilà. Grégoire, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, de cacher le marchand pour pouvoir optimiser les distances et réduire ce qui peut être réduit? Alors, oui et non. Non, parce que donc chez Mano Mano, je vous le disais, c'est pure marketplace et ce qui est clé pour nous, c'est cette compétition entre les marchands et s'assurer que les buy box, parce qu'on a la même mécanique, donc les boîtes d'achat qui sont poussées en priorité, soit celles qui nous semblent les plus pertinentes, mais qu'il y ait toujours cette compétition possible et qu'un client puisse choisir entre différentes solutions. Néanmoins, les solutions qui sont poussées en priorité prennent en compte au maximum des aspects logistiques. Et que ce soit des aspects logistiques, donc on a parlé vis-à-vis de l'environnement, mais tout à l'heure on parlait de la confiance dans le produit. Je pense que la logistique en e-commerce, c'est aussi la confiance dans la plateforme. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est clé pour nous. Et c'est aussi ce qui fait qu'on se développe autant et qu'on investit autant dans la partie Mano Fulfillment. Parce qu'une très bonne expérience logistique rassure le client, c'est ça qui fait qu'il va revenir, sa satisfaction. Et après, quel est après le juste milieu entre très vite, 2 jours, 3 à 5 jours? Je ne crois pas que la réponse existe. Il y a beaucoup d'analyses sur ces éléments-là. Néanmoins, je ne pense pas non plus qu'il faut tout mettre en compétition. Je pense qu'on peut très bien, comme disait Raphaël, livrer rapidement avec une très bonne empreinte logistique. La question après, est-ce qu'on est bien en contrôle et est-ce qu'on prend bien les bonnes décisions qui permettent justement d'optimiser et de minimiser notre impact logistique tout en livrant rapidement et de temps en temps sur certaines destinations, dans certains contextes, à certaines heures auxquelles les commandes sont passées, oui, de dégrader un petit peu cette commande tout en restant, j'ai envie de dire, compétitif. On ne fait pas de la médecine, mais finalement, quand on fait du bricolage et quand vous avez le dimanche soir votre chasse d'eau qui est cassée ou votre chauffe-eau, vous avez quelque chose à réparer, si vous êtes bricoleur, c'est urgent. C'est quelque chose qui devient urgent et donc ces options doivent exister. Après, c'est aussi qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer pour être dépanné en urgence. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'on essaie d'arbitrer en permanence, qu'on mesure via des A/B tests. Donc on va comparer en permanence entre 2 populations et regarder quels sont les résultats et est-ce que vraiment ça change ou pas le comportement des acheteurs. Et ce choix, pour autant que je me souvienne, ce que j'ai vu sur votre site, il se fait en transparence. C'est-à-dire, j'ai besoin de mon mécanisme de chasse d'eau pour demain absolument, je suis prêt à le payer plus cher. Et sinon, je peux aller chez un autre marchand que vous me proposez, qui me le proposera dans une semaine. Ce choix est transparent. Exactement. Et c'est important à nouveau pour la compétition entre les marchands. Donc on va maintenant aller sur un autre champ que vous avez déjà commencé évidemment à aborder, qui est les données. On voit que c'est absolument indispensable pour la dimension écologique, mais aussi pour bien d'autres composantes de votre métier. Et donc, Raphaël, d'abord, racontez-nous ce que vous faites avec, comment vous les travaillez, avec quelles équipes, dans quel esprit. Très bien. Alors, les données, je vais essayer de séparer, je pense, les domaines d'application, entre guillemets, si vous voulez, l'avant-vente, la vente et puis l'après-vente de la logistique, pour vous donner une petite perspective de ce que nous mesurons. Il y a tout ce qui est de l'avant-vente et qu'on a décrit juste avant, qui est en fait essayer de comprendre ce que le consommateur recherche en termes de logistique. Et donc ça va passer à travers des A/B testing, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, mais qui sont au final tester différentes expériences clients sur le site à un instant T et sur 2 groupes de personnes et après de comparer les résultats. Tout un travail d'analyse sur
par exemple, le taux de conversion en fonction de différentes options logistiques. Donc, est-ce que on a un meilleur taux de conversion quand on a des options rapides, quand on a plusieurs options, quand on a une option verte, ce genre de choses. Donc, on va regarder tout ça et essayer en fait de comprendre ce dont le client a besoin ou ce qu'il recherche, sachant que vraiment, j'ai envie de différencier cette approche au moins de l'approche des big data que peuvent avoir des plateformes critiquées de nos jours. Le but là ici n'est pas de vendre plus, c'est vraiment d'éviter que le client soit déçu au final et qui, ayant trouvé un produit, décide de s'en aller parce qu'il n'a pas trouvé la solution logistique qui le satisfaisait. Donc c'est essayer de trouver cette adéquation. Donc ça c'est un peu la partie, si vous voulez, pré-order, qui inclut donc le prix, la vitesse, la qualité et puis l'empreinte carbone potentiellement un jour, et j'espère très bientôt. Il y a une partie après gestion des commandes en tant que telle. Alors, et donc là, il s'agit de mesurer les performances à la fois de nos marchands, mesurer la performance de nos centres de préparation, nos entrepôts, et puis mesurer la performance de la livraison. Alors, à travers, on peut avoir des centaines de KPI, comme on dit. D'indicateurs clés. D'indicateurs, voilà, qui vont être la vitesse, la qualité, et ça, ceci étant représenté différemment en fonction du segment qu'on va observer. Et puis il y a le dernier segment qui est la prévente, où au final on va mesurer le taux, par exemple, de contact client, la satisfaction du client, à quel point on est capable de répondre vite et de façon satisfaisante au client. Et donc voilà, tout ça va en fait nous permettre de prioriser et de sélectionner les initiatives et les actions qu'on veut mettre en place, les projets qu'on veut mettre en place pour offrir une meilleure expérience. Et sans data, ce serait uniquement de l'intuition. Si vous voulez. Ça permet d'être beaucoup plus précis et donc aussi beaucoup plus efficace. Grégoire. Voilà, c'est ça. Alors, donc, effectivement, on a tout ce set de data qui est disponible. Et finalement, en logistique, on a quand même beaucoup de challenges en face de nous. On a autant de types de data que de transporteurs. Comme un exemple, on a autant d'événements différents dans des entrepôts que de prestataires logistiques avec lesquels on travaille. Et donc, il y a des vrais enjeux de pouvoir davantage standardiser ou réussir à faire un peu les matrices de passage qui vont permettre d'utiliser cette data. Donc ça, c'est un des points clés. Et derrière, la capacité à lire, à comprendre, je pense, c'est un des éléments qui fait que les startups comme ManoMano puissent se différencier et abordent les projets de façon différente. D'une façon assez transparente, quasiment toute la boîte a accès à l'ensemble de la data disponible et tous les flux de data décrits par Raphaël, on a à peu près les mêmes, mais tout le monde y a accès. Donc tout le monde peut jouer avec, tout le monde est formé rapidement à faire du SQL, à faire des analyses, à être capable déjà dans un premier temps de comprendre aussi certaines bases de statistiques, qu'est-ce qui est statistiquement significatif, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que plus on a de data, j'ai envie de dire, attention les moyennes, attention les moyennes de moyennes, ça c'est autant d'éléments qui peuvent induire des comportements, des mauvaises conclusions. Et donc toute la boîte est globalement structurée autour de ça. Tout le monde a la compétence d'aller chercher cette data et ensuite on a vraiment des équipes expertes. Moi j'ai envie de dire c'est un peu de nos génies, mais qui construisent derrière soit les éléments qui nous permettent d'analyser, soit les algorithmes pour derrière utiliser cette data. Une des choses qui m'ont vraiment marqué chez ManoMano, quand je suis arrivé, on avait un vrai enjeu post-Covid, etc., de regagner de la confiance avec nos marchands. Et bien sûr, on a commencé par un des basiques qui était de remettre de la transparence sur les forecasts. Donc avec nos marchands, avec nos prestataires logistiques, de pouvoir... Et globalement... ça a été une task force de 2 semaines. Alors oui, on a beaucoup travaillé, en mettant beaucoup de brillants cerveaux dans la salle. Mais 2 semaines après, j'avais un algorithme, fonctionnait en machine learning.
et qui, au bout de 2 mois et demi plus tard, m'avait une forecast accuracy entre 95 et 97%. Et donc, pour les métiers logistiques, je pense que c'est quand même une très belle performance et qui nous permet derrière de continuer à progresser. Et ça, c'est un exemple parmi tant. On parlait de l'optimisation des routes. Et c'est exactement la même chose. C'est que c'est tellement granulaire, on a très vite fait de se perdre. Surtout si le colis passe d'un prestataire à un autre. Au départ, il part avec un colissimo et puis ensuite on le redonne à un autre prestataire entre-temps. Et donc, réussir à tout digérer, c'est un peu la secret sauce, c'est un peu aussi notre force, je pense, et sur laquelle on bâtit beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a aussi, je décrivais cette approche mathématique, parce que on sait que quand on arrive à poser l'équation, derrière, généralement, on arrive à faire progresser le sujet. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de Mano Mano. Donc vous avez des équipes, vous l'avez évoqué d'un mot, mais des équipes donc de data scientists, de spécialistes qui sont très pointus, qui travaillent, que vous avez recrutés dans des endroits où on fait ça à fond. Oui, tout à fait. On a une équipe qu'on chérit, j'ai envie de dire, avec d'autres équipes tech, mais donc de gens qui se sont formés donc avec effectivement des formations spéciales ou par leur background, et qui rayonnent aussi en faisant beaucoup des compétitions de data, pas mal de publications, comme un peu des chercheurs. Et donc ces équipes-là, à nouveau, ça fait partie, entre guillemets, des assets les plus importants qu'on peut avoir. Maintenant, toute la boîte progresse aussi. Moi, je le vois depuis maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint Mano Mano. Dans mes équipes, les compétences data, les compétences statistiques ont clairement déjà passé un gros gap. Et tout le monde, j'ai envie de dire, progresse. Il y a cette émulation qui se crée, ce plaisir aussi. Et plus il y en a, et plus les gens s'amusent. Donc ça fait aussi partie des critères qu'il faut qu'on arrive à attirer les talents. On a les moyens de les amuser avec des sujets de ce type-là, et ils peuvent voir leur impact concret parce que derrière, on a envie, on y croit, et donc leurs conclusions, on les teste rapidement, et puis 80% du temps en plus ils ont raison, donc c'est aussi, j'ai envie de dire, fait partie des clés du succès. Vu la rareté de ces profils-là, c'est très important d'avoir une émulation intellectuelle et une vraie motivation. Vous avez employé le mot machine learning, ça veut dire que vous employez de l'intelligence artificielle de plus en plus, ou vous êtes encore un peu distant? On l'utilise avec parcimonie. En fait, en tout cas sur mon périmètre, je suis toujours très inquiet de la boîte noire qu'on ne comprend plus. Et de fait, on a une approche très, peut-être un peu séquentielle, mais d'abord comprendre nos chiffres, comprendre les paramètres clés, ensuite construire des algorithmes qui aident à prendre la décision. Puis, seulement quand on vérifie que tout est bien sous contrôle, là on met du machine learning. Par le passé, j'ai pu avoir l'expérience de situations où ces mêmes équipes un peu data finissaient par me dire écoute Grégoire, là je pense qu'on a besoin de 2-3 PhD en maths, et c'était aux États-Unis en plus, 2-3 PhD en maths là, pour nous aider parce qu'on a un peu perdu le contrôle et on ne comprend plus certaines décisions que peut prendre le système. Et comme vous le disiez, ils ont souvent raison, donc c'est tout à fait important. J'avais un exemple moi, qui m'avait frappé dans un secteur totalement différent, qui était une mutuelle avec les médecins conseils qui devaient évaluer les arrêts maladie, savoir s'il fallait faire un contrôle ou pas. Et donc il y a eu de l'intelligence artificielle qui a été introduite là-dessus, avec une très très forte méfiance au départ des médecins. Et puis ils se sont rendus compte effectivement que ça marchait, et que ça les aidait à repérer des cas qu'ils n'auraient pas forcément pu repérer eux. Et donc en travaillant ensemble, l'intelligence artificielle et le médecin, ils ont pu avoir une approche comme ça beaucoup plus efficace. Le travail avec la data, c'est l'école de l'humilité pour les managers, je pense, parce que du coup, les instincts ou les gens comme moi, une vingtaine d'années d'expérience, à un moment donné, savoir se dire l'expérience ou les choses que j'ai pu apprendre où je tenais pour acquis, en fait, remettons-les en cause parce qu'effectivement, en prenant une vision un peu plus grande, mieux mesurée, en fait, ce qu'on a poussé pendant des années dans l'automobile, chez l'équipementier automobile, dans une vie passée, n'était pas finalement relevant et ça a changé. Ouais.
Oui, moi j'en fais régulièrement l'expérience. Quand je circule à vélo dans Paris, je circule à vélo dans Paris depuis très longtemps, donc j'ai des itinéraires et parfois je regarde sur Google Maps, pour ne pas citer, et je m'aperçois que très souvent je prends le meilleur itinéraire, mais qu'il y a parfois un itinéraire bien meilleur que je n'avais pas soupçonné. Raphaël, sur cette question de l'intelligence artificielle, est-ce que vous maniez, quels sont Alors, vos... ça dépend vraiment de ce qu'on va mettre derrière le mot intelligence artificielle. Si on parle par exemple de réseau de neurones et ce genre de choses, à ce jour, je ne pense pas que nous l'utilisons. Si on parle de choses un peu plus, entre guillemets, simples ou machine learning de niveau un peu plus faible, oui, on l'utilise par exemple dans ce que je vous expliquais, la buy box. Pour l'optimisation. Voilà, pour l'optimisation, le choix du marchand optimal qui aura à la fois le meilleur mix de qualité, de service et de retour et de prix, etc. Oui, nous utilisons la data. En logistique en tant que telle, actuellement, c'est surtout ce que j'appelle de la business intelligence. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot-clé de machine learning, parce qu'on ne cherche pas à faire de décisions automatiques, ou en tout cas, ce serait une décision qui est plus déterministe que probabiliste, comme peut l'être un système de machine learning. Voilà, à peu près. Alors, sur la question des données, il y a un autre point clé que vous avez évoqué à un moment, je voudrais qu'on revienne un peu dessus, qui est le fait que pour faire des choses bien avec les données, il faut les partager. Il faut les partager avec les marchands, il faut les partager avec les clients. Et on sait que pour avancer, notamment sur les questions de mutualisation, d'éviter que les camions vides se croisent à longueur de route, il faut partager ces données. Comment est-ce que vous faites là-dessus? Est-ce que vous parliez de confiance au début? Est-ce que là aussi c'est une autre confiance à installer? Est-ce que vous avancez? Est-ce qu'il y a encore des réticences? Quels sont les points de blocage? Quels sont les points d'avancée? Alors le partage des données, c'est quelque chose de très sensible, je dirais. Oui, évidemment. Surtout en France, peut-être moins dans d'autres pays. Il y a plein de choses à faire, je pense, dans le partage de données. Par exemple, donc avec nos marchands, ce qu'on va faire très certainement, et je suis certain, Mano le fait aussi, c'est simplement partager aux marchands leurs performances sous forme de graphiques, etc., qui sont disponibles sur l'interface, afin qu'ils puissent eux-mêmes, si vous voulez, gérer leur qualité, leur performance au jour le jour. Parce qu'ils n'ont pas, pour la plupart, n'ont pas ce genre d'outils. Ils travaillent dans leur petit magasin ou dans leur garage, pour ceux qui n'ont pas d'entrepôt. Et donc, il faut leur fournir les outils pour s'améliorer. Et donc ça, oui, on le fait bien sûr volontiers. On partage aussi l'aspect forecast, parce que l'aspect forecast est extrêmement important pour que les marchands puissent préparer leur stock, surtout par exemple pour les périodes de fin d'année qui sont, disons, très, très incertaines, qui peuvent varier du simple au x10. Donc quand on prépare un x5 et on reçoit x10, c'est plus difficile à gérer, et inversement aussi. Donc il y a tout un travail sur cette partie-là. On travaille aussi bien sûr avec nos partenaires, donc dans le cadre des transporteurs ou des partenaires de fulfillment. Généralement, et ça c'est un point qu'on peut peut-être aussi discuter, c'est qu'il est très difficile de s'accorder sur les performances. Je pense que ça c'est standard dans le transport. Et donc il y a tout un travail d'alignement des définitions, d'alignement de la provenance de la donnée, de la signification de la donnée, qui est avant même, si vous voulez, le travail en lui-même de la donnée. C'est-à-dire il faut vraiment être sûr qu'on parle de la même chose, qu'on mesure la même chose, de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe et avec lequel on a une coopération importante avec les transporteurs, par exemple. Et je pense que nous, entre guillemets, sans vouloir être arrogant, je pense qu'on aide les transporteurs à progresser dans ce sens-là, parce qu'ils sont historiquement peut-être moins data driven, comme on dit. Et avec le fait que pour travailler ces données, il faut aussi avoir des données, vous l'évoquiez, mais qui soient identiques. Vous évoquiez
les matrices pour passer des données. C'est ça, oui. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel ça progresse, sur lequel il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a toujours du progrès. Il y a toujours du progrès, ne serait-ce parce que cette donnée évolue au sein des différents acteurs. C'est-à-dire un DHL va changer ses statuts et donc il faut changer le mapping entre nos statuts et leurs statuts, etc. Donc c'est quelque chose qui est à maintenir en permanence, à auditer en permanence et puis à améliorer. Donc être plus granulaire, plus précis, plus... voilà. Il y a plein de choses à faire et... Donc on a les mêmes process, je pense, que Mano Mano donc, sur ce type de sujet, mais c'est quelque chose qui est infini. Je pense que... Donc, encore un immense champ de progression côté back market oui. et côté Mano Mano. Alors, globalement, on a exactement les mêmes challenges. Juste pour donner une illustration sur le transport, si on prend l'ensemble des flux de transport qu'on est amené à gérer, on travaille à peu près avec entre 150 et 180 transporteurs en Europe. Donc je vous laisse imaginer le challenge. Nous, ce qui est aussi important, au-delà du partage de la donnée, c'est de pouvoir créer la co-construction avec nos partenaires. Parce que voilà, arriver à une conclusion, c'est bien. Le mieux, c'est d'arriver vraiment à la solution derrière qui permet de progresser. Et de fait, c'est un point très important dans la sélection de nos partenaires, notamment les entrepôts, de pouvoir à la fois, bien entendu, avoir une transparence sur la data, mais qu'on puisse co-construire ensemble. Et la contrepartie de ça, c'est que si on co-construit, il faut aussi qu'on partage le risque. Parce que c'est un peu trop facile pour nous de donner un peu les leçons en disant à l'entrepôt, au logisticien, vous devriez faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis si jamais on se plante, globalement... le risque le risque financier est pour eux. Donc on travaille aussi beaucoup sur des contrats, et sans rentrer dans les détails, mais où on partage le risque justement de toutes ces optimisations. On va prendre à notre charge le risque de s'être planté dans certaines recommandations pour s'assurer qu'il y ait le cadre le plus sain possible de partenariat et ainsi continuer à progresser ensemble. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont clés dans les valeurs de Mano Mano et qu'on essaie vraiment de pousser assez largement, donc qui sont notamment une dimension care, donc faire vraiment attention aux autres, et y compris nos partenaires. Et donc c'est quelque chose dans lequel on investit beaucoup, je pense avec des très bons exemples, notamment les partenaires logistiques avec lesquels je travaille actuellement, où c'est presque exemplaire, j'ai envie de dire, sur certaines dimensions de leur part, et du coup on progresse très très vite. Dernier point de ces échanges, je voudrais qu'on vienne maintenant sur une question qui est aussi là, omniprésente en ce moment, qui est tout ce qui concerne les prix qui flambent et puis les pénuries qui se posent. Alors vous, Raphaël, les questions des pénuries se posent de manière peut-être un petit peu différente, oui. Puisque voilà, vous reconditionnez. Mais sur les questions de prix, comment ça se passe? Comment est-ce que vous négociez? Comment est-ce que vous discutez? Comment est-ce que vous réglez aussi les questions que ça pose? Alors oui, d'un point de vue purement produit, on est assez peu impacté par les pénuries parce qu'au final, on a quelques pénuries de pièces détachées. Tout de même, pour faire certaines réparations. Mais en général, on voit assez peu d'impact où on est capable de les surmonter. D'un point de vue logistique, on a été impacté, pas dans tous les pays et pas par tous les transporteurs, donc dépendant bien sûr des négociations et puis des relations entre ces transporteurs, on est capable de partager, si vous voulez, le surcoût plus ou moins. Mais à ce jour, ce n'est pas quelque chose qui nous a été un véritable obstacle en tout cas. Grégoire? Alors nous, on a premier impact, et celui-là est bien visible, c'est qu'on a clairement eu un peu un changement de comportement de certains de nos marchands, notamment dans l'optimisation de ce flux dont on parlait depuis grosso modo la Chine, l'Asie vers l'Europe, donc lié bien sûr à tous les sujets de hausse du prix des conteneurs, mais aussi d'autres éléments qui sont finalement liés à la pénurie et au fait que toute la supply chain s'est arrêtée pendant 6 mois, a recommencé à repartir, s'est réarrêté récemment et travaille par à-coup, qui fait que nos marchands ont pris des décisions du type
tant pis, je vais rater cette période du 4e trimestre et des fêtes de Noël. Enfin, je vais faire des petits volumes, mais en fait, l'équation économique ne devenait plus rentable pour eux avec tous les coûts logistiques. Et de reporter en fait toutes leurs commandes d'achat à des horizons un petit peu plus lointains, quand justement les fournisseurs leur disaient en fait, si vous me commandez mais que je peux vous livrer dans 6 mois, les tarifs globalement étaient plus avantageux pour eux. Et donc du coup ça crée un peu un espèce d'à-coup dans la supply chain où le dernier trimestre on a senti que tout le monde était un petit peu en tension. Là, il y a des énormes volumes qui sont en train d'arriver dans nos entrepôts pour les prochaines saisons. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant d'un point de vue, bien sûr business, mais qui nécessite aussi de modifier les contrats, les partenariats qu'on avait avec eux, parce que pour les aider, en fait, globalement, ils se retrouvent avec des gros volumes parce qu'ils ont dû anticiper davantage, et donc les aider à stocker sur ces périodes-là. Et puis aussi les aider dans toute l'analyse attention, là, ce flux est extrêmement perturbé, hein. On le voit, les bateaux dans les ports en Asie restent entre 10 et 15% de temps supplémentaire. Donc ça crée un premier retard. Ensuite, le flux globalement reste assez chargé sur les bateaux. Les ports tels qu'on les voit à Rotterdam, Anvers, eux aussi sont globalement assez chargés. Et donc de faire en sorte qu'on aide à optimiser l'ensemble de ces flux, leur dire c'est pas grave si tu n'as que quelques conteneurs qui sont dédouanés, envoie-les tout de suite, et d'optimiser avec eux. Et donc dans le partenariat qu'on a, on est face à des nouveaux sujets sur lesquels on est assez content, parce que ça prouve qu'on arrive à de mieux en mieux collaborer avec des effets qui soient vraiment tangibles. Vous n'avez pas encore de comportement, je dirais presque prédateur, enfin des marchands qui disent si je retiens ça, dans 2 mois je vais pouvoir le vendre plus cher, et qui bloquent les... Vous n'avez pas ça? Vous n'avez pas ce genre de problème? On commence à en parler. Oui, on voit bien, les périodes d'inflation, c'est souvent ça qui se passe. On arrive au terme de cette discussion. Avant de vous donner l'occasion de poser vos questions si vous en avez, je voudrais simplement vous demander à l'un et à l'autre, qu'est-ce qui vous excite le plus, qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce que vous avez, dans ce que vous allez faire dans les prochains mois, dans l'année à venir? Quels sont les projets qui vous animent et qui vous motivent? Raphaël, côté Back Market d'abord. Moi, personnellement, ce qui me stimule le plus, en tout cas dans mon métier, c'est l'aspect innovation et créatif de créer quelque chose qui n'existe pas vraiment, et être précurseur dans ce réseau du vertueux du reconditionné et du cycle. Et voilà, et voir cette, entre guillemets, ce marché se développer, de nouveaux acteurs rentrer dans le jeu et nous suivre. Cette stimulation au quotidien, voilà, d'avoir l'impression aussi de faire quelque chose de bien pour l'environnement, ou au moins neutre. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui me stimule et me satisfait. Amazon était parti sur le livre au départ, et puis maintenant Amazon vend bien d'autres produits. Vous êtes parti du téléphone, puis vous êtes monté sur l'ordinateur, puis l'appareil photo, puis l'électroménager. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres domaines où vous pouvez aller encore? Toute l'électronique. Donc partout où il y a des puces, ça fait même beaucoup de partout où il y a des puces, des écrans et des batteries. Je pense que, en tout cas pour les 2 prochaines années, le téléphone restera notre cœur de métier, parce que c'est ce qui est le plus répandu, et au final a peut-être le moins de diversité en termes de modèles, et donc c'est plus facile à reconditionner, c'est à plus haute valeur ajoutée, donc ça en fait un candidat idéal pour le reconditionner. Mais oui, définitivement notre objectif, c'est de l'étendre à un maximum de produits. Grégoire, côté Mano? Alors la thématique va rester la même, hein. Nous, notre et mon grand plaisir, finalement, c'est de savoir qu'on est vraiment au début de l'histoire, et qu'on a tout un modèle à la fois logistique mais aussi de e-commerce à construire. On en parlait au début, hein, on doit livrer des piscines et des vis, hein, et donc quel est le modèle idéal qui permet de faire ça de la façon la plus optimale, à la fois d'un point de vue économique mais d'un point de vue environnemental.
fait que tous les matins, c'est autant d'opportunités. C'est sûr, quand on se promène ici sur la foire, on a énormément d'idées qui foisonnent, avec aussi la chance, je pense, d'avoir les moyens de pouvoir mettre en place, parce qu'on a peu de legacy, peu de poids, peu de poids de l'historique, qui fait que on est très très à l'aise pour changer, faire des virages assez forts par rapport à ce qu'on a pu construire. Et de fait, le challenge de l'environnement, de la responsabilité est quelque chose qui, si on le prend de façon positive, nous ouvre énormément d'opportunités et de challenges qu'on a envie tous de relever chez Mano Mano. Eh bien, Grégoire Hirtz de Mano Mano et Raphaël Durand de Back Market, merci à vous et bonne route.